Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je plaisante parce que je ne vous vois pas. Mais voilà, il y avait un temps où on se démenait pour remplir les salles et aujourd'hui on se démène pour que surtout vous restiez chez vous. Mais je sais que vous êtes très nombreux à vous être inscrits. On a choisi d'organiser ce séminaire, cette réunion, parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions sur la fiscalité de la philanthropie, de la générosité. Et donc, on a souhaité vous apporter des réponses plus techniques que celles qu'on vous donne d'habitude. Et donc, je remercie beaucoup nos deux conférencières, Maître Stéphanie Pouille, qui est avocat fiscaliste. Bonjour Stéphanie, chez LS2P Avocat. Et puis Maître Virginie Léguet, qui est notaire à Paris. Et donc, elles vont chacune, pendant une vingtaine de minutes, vous exposer le sujet. Alors, on a regardé un petit peu, avant cette réunion, les données que fournit l'Observatoire de la philanthropie, et il donne des nouvelles plutôt rassurantes. En 2018, l'ensemble des fondations et des dotations, des fonds de dotation, ont délivré presque 11 milliards d'euros, 11 milliards, au titre de leurs œuvres et donc de l'intérêt général. On a vu aussi que les Français, on dit que parfois ils ne sont pas toujours très généreux, en réalité le sont. 49% de la population fait un don, pour une raison ou pour une autre, c'est 44% en Europe. Donc vous voyez qu'on est en moyenne au-dessus de la moyenne européenne. Et puis on va parler évidemment de la fiscalité. Bon, finalement, l'environnement fiscal est plutôt à la baisse, hein, si on regarde le taux d'IS des sociétés, la flat tax de 30% sur les revenus des valeurs mobilières, l'évolution de la taxe d'habitation, ou bien encore la baisse des impôts de production. Donc on ne peut pas dire que la situation fiscale soit de plus en plus tendue, ce n'est pas le cas, en tout cas pour le moment. Et dans le domaine des dons, le régime fiscal français est loin d'être le plus sévère, il est au contraire assez incitatif. Alors c'est de tout ça dont on va parler. Vous êtes donc de chez vous, vous voyez apparaître un numéro de téléphone, les contraintes techniques sont ce qu'elles sont, et donc vous pouvez poser des questions en les adressant par SMS sur ce numéro, et à la fin donc de la conférence, les questions seront donc soumises à nos deux oratrices. Voilà. Je passe tout de suite la parole, donc sans plus attendre, à Maître Stéphanie Pouille pour quelques considérations fiscales. Bonsoir, je vais vous faire un rapide tour d'horizon de la fiscalité des dons. Ça concerne les particuliers ou les entreprises. Nous commencerons par les dons faits par les particuliers. Nous verrons l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière et la donation temporaire d'usufruit. Au niveau de l'impôt sur le revenu, comme vous le savez, il y a une réduction d'impôt qui est conditionnée à un certain nombre d'exigences. Les dons peuvent être faits en numéraire, en nature, par exemple des dons d'ordinateur, ou en abandon de revenus. Vous pouvez laisser vos revenus à la disposition d'un organisme sans but lucratif. Alors, un organisme sans but lucratif, c'est tout simplement une association ou une fondation qui ne cherche pas à faire de profit. Il faut savoir que certaines associations ou fondations peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés et ne peuvent pas bénéficier de ce régime. Au niveau des conditions en matière d'impôt sur le revenu, le don doit être effectué jusqu'au 31 décembre de l'année d'imposition, sinon ce n'est pas grave, hein, c'est reporté à l'année suivante. Évidemment, pour que ce soit un don, il faut qu'il n'y ait pas de contrepartie, et l'association ou la fondation doivent impérativement vous remettre un reçu fiscal qui pourrait être demandé par l'administration fiscale. Si toutes ces conditions sont réunies, l'avantage fiscal est de 66% du montant du don, dans une limite assez large, hein, puisque vous avez un plafond de 20% du revenu imposable. Et si, au titre d'une année, vous ne pouvez pas imputer la totalité du don que vous avez fait, vous bénéficiez de 5 ans pour effectuer ce report. Alors, je vous ai fait un petit tableau avec des exemples de dons, hein, sans reprendre tous les exemples. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'administration fiscale, finalement, dans la fiscalité des dons, prend à sa charge une partie du don et vous permet finalement d'affecter votre impôt à l'organisme de votre choix.
Si vous faites un don de 50 €, la réduction d'impôt sera ainsi de 33 € et le coût réel pour vous ne sera que de 17 €. Quand vous faites un don de 200 €, la réduction d'impôt est de 132 € et le coût réel est de 68 €. Donc il est assez important d'y penser, notamment quand vous faites votre chèque, pour savoir finalement combien va vous coûter le don que vous êtes en train de faire à l'organisme. Si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, un autre dispositif existe. Alors les conditions sont assez similaires. Le don peut être fait en numéraire ou ça peut être des dons de titres faits en pleine propriété, toujours à un organisme sans but lucratif. Le don doit être fait jusqu'au dépôt de la déclaration, donc c'est-à-dire généralement au mois de juin. Il ne doit pas y avoir de contrepartie et là encore, vous devez avoir un reçu fiscal. Alors, le législateur a été un peu plus généreux en matière d'impôt sur la fortune immobilière puisque vous pouvez déduire 75% du montant du don dans la limite annuelle de 50 000 €. Par contre, il n'y a pas de report possible de votre don. Si par exemple vous donnez 60 000 € à une fondation, vous imputerez 50 000 € au titre de l'impôt sur la fortune immobilière, mais les 10 000 € ne seront pas perdus pour autant. Vous pourrez les imputer au titre de l'impôt sur le revenu. Alors, de la même manière, je vous ai fait quelques exemples de dons et de réduction d'impôts en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Donc là, vous voyez que les 3/4 du don sont pris en charge par les impôts, puisque pour un don de 300 €, vous avez une réduction d'impôt de 225 €, un coût réel de 75 €. Pour un don de 1 000 €, vous avez une réduction d'impôt de 750 € et un coût réel de 250 €. Alors vous l'avez compris, et si vous êtes assujetti à la fortune immobilière, il faut bien entendu affecter d'abord votre don sur cet impôt par rapport à l'impôt sur le revenu, puisque pour un don de 100 €, le coût après réduction d'impôt sur le revenu est de 34 €, alors que si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, le coût n'est plus que de 25 €. Nous allons parler à présent de la donation temporaire d'usufruit. Alors, la donation temporaire d'usufruit, c'est lorsque vous êtes propriétaire d'un bien qui vous rapporte des revenus, vous gardez la propriété de ce bien, ce qu'on appelle la nue propriété, techniquement, et vous donnez les revenus produits par ce bien à un tiers, l'usufruit. Donc, la donation peut porter sur des immeubles ou des biens meubles, comme des actions de société. Le bénéficiaire est libre. Ce n'est pas un mécanisme réservé pour les organismes sans but lucratif, mais ils peuvent également recevoir des donations temporaires d'usufruit, ce qui leur permet d'avoir une certaine visibilité sur leurs revenus. Alors, les conditions sont beaucoup plus strictes qu'en matière d'impôt sur le revenu. Il faut un acte notarié. La donation doit être consentie pour une durée minimale de 3 ans et il faut payer les droits de donation. Alors, le premier avantage, c'est que les revenus sont perçus par l'organisme sans but lucratif, si c'est fait effectivement, on est dans le cas de la générosité. En matière d'impôt sur le revenu, vous l'avez compris, vous ne touchez plus les revenus, donc évidemment, ils ne sont pas inclus dans votre base imposable, ce qui peut être assez intéressant quand vous avez un taux d'impôt assez élevé. Et au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, l'avantage est encore plus important puisque les biens qui font l'objet de la donation temporaire d'usufruit ne sont pas inclus dans l'assiette taxable. Alors, je vous ai donné un petit exemple de calcul des avantages fiscaux suite à une donation temporaire d'usufruit pour une personne qui a un patrimoine immobilier net d'1,3 million, dont un appartement à Nantes de 250 000 € qui rapporte 5 000 € de revenus par an. Alors, 1,3 million, c'est le seuil à partir duquel vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, si vous faites une donation temporaire d'usufruit de 9 ans de cet appartement à Nantes à un organisme sans but lucratif, vous lui procurez 45 000 € de revenus étalés sur 9 ans. Au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, vous n'aurez plus qu'un patrimoine imposable d'1 150 000 €, donc vous ne serez plus assujetti à cet impôt, ce qui vous fera un gain annuel de 2 500 €. Comme je le disais tout à l'heure, puisque vous n'avez plus le revenu, vous ne serez plus imposable sur ce revenu concerné. Donc si vous êtes assujetti à la tranche marginale, ça vous fera une économie d'impôt de 3 110 € avec les contributions sociales, ce qui fait un gain d'impôt sur 9 ans de 5 610 € x 9 égale 50 490 €. Donc dans mon exemple, évidemment, le gain d'impôt est supérieur au revenu procuré qui était de 45 000 €.
Donc c'est un mécanisme particulièrement intéressant. Et il faut savoir quand même que l'administration est très vigilante quand ce n'est pas fait effectivement au bénéfice d'un organisme sans but lucratif, puisqu'il y a un certain nombre d'abus qui pourraient être faits par les contribuables. Intéressons-nous à présent au mécénat d'entreprise. Donc le mécénat d'entreprise, c'est le soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre d'intérêt général. Alors les avantages, ça améliore la réputation des entreprises donatrices en termes d'image et de notoriété. Ça améliore aussi le bien-être et la motivation des salariés. Les dons éligibles, donc la donation peut être faite en numéraire, en nature, en compétences. On pense assez naturellement aux dons de denrées alimentaires qui sont faites au profit, par exemple, des Restos du Cœur ou de vêtements faits au profit d'Emmaüs. Ça peut être aussi des dons d'ordinateurs ou dons de matériel. Les bénéficiaires, comme tout à l'heure, ce sont des organismes à but non lucratif, donc qui ont une gestion désintéressée et qui ne sont pas réservés à un cercle restreint de personnes. Évidemment, il faut qu'il n'y ait pas de contrepartie pour que ce soit un don. Alors, cette notion est particulièrement importante en ce qui concerne les entreprises, puisque, vous le savez, il y a une différence à effectuer entre le mécénat et le parrainage. Alors, le moyen pour différencier les deux est assez simple. S'il y a un but commercial, ce n'est pas du mécénat, mais ça peut être du parrainage. S'il y a une contrepartie proportionnée aux sommes versées, vous êtes en dehors du mécénat. Par contre, vous êtes dans le parrainage. Si à la poursuite d'un intérêt propre du donateur, il n'y a pas de mécénat, mais le parrainage est possible, évidemment, la réduction fiscale n'est possible que si vous êtes dans le mécénat, pas dans le parrainage. Alors, il faut savoir qu'il suffit que l'une de ces trois conditions soit réunie pour que vous ne bénéficiez plus du mécénat. Alors, c'est assez important, puisqu'en cas d'opération de parrainage, il s'agit simplement d'une charge qui va être déduite de votre revenu imposable, alors que dans le cas du mécénat, nous aurons une réduction d'impôt de 60% du montant du don jusqu'à 2 millions et de 40% au-delà. Alors ce plafonnement ne s'applique pas si les dons sont faits à des organismes d'aide aux personnes en difficulté. Le plafond a été relevé en début d'année. Il est de 20 000 € ou si c'est supérieur de 0,5% du chiffre d'affaires, 0,5% du chiffre d'affaires. Et comme en matière d'impôt sur le revenu, il y a un report possible pendant 5 ans. Alors, pour comprendre ce report, je vous ai donné un exemple de don en numéraire fait par des entreprises. Donc, dans le cadre d'un don de 20 000 €, c'est une entreprise A qui a un impôt théorique de 50 000 €, donc une réduction d'impôt de 12 000 €, 60% de 20 000 €, ce qui lui fait un impôt réel à acquitter au Trésor public de 38 000 €. Et une entreprise B qui, elle, n'a qu'un impôt de 8 000 €. Donc, elle imputera bien 8 000 € sur ces 12 000 € de réduction et pourra, pour les années suivantes, imputer 4 000 € au titre du mécénat qu'elle a effectué. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ces éléments très, très précis. Alors, un autre aspect, avec Maître Virginie Lédet, les donations et legs. Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous allons aborder plusieurs points ensemble. Donc, dans un premier temps, nous allons parler des donations. Ensuite, nous allons envisager les legs, puis l'assurance vie. Tout d'abord, quels sont les types de biens que l'on peut donner ou léguer ? On va voir plusieurs notions qui vont concerner tant les donations et les legs. Donc, on peut consentir une donation ou un leg sur une somme d'argent, sur un portefeuille de valeurs mobilières, sur une assurance vie également, en choisissant un bénéficiaire. On peut également donner ou léguer des parts de société. Ça, c'est pour la catégorie de biens meubles. On a également une catégorie de biens immeubles et là, nous pouvons consentir une donation sur un terrain, une maison ou un lot de copropriété. Quelle quote-part de son patrimoine peut-on léguer ? Ça, c'est très important, puisqu'en fait, la loi réserve une certaine quote-part qui est protégée, que l'on appelle réserve héréditaire. Cette réserve héréditaire a vocation à revenir aux héritiers réservataires.
Les héritiers réservataires, qui sont-ils? En l'absence d'enfants, ça va être le conjoint qui va être héritier réservataire pour un quart. Et en présence d'enfants, je vous ai mis le tableau ici, nous avons des quotes-parts en fonction du nombre d'enfants. Donc en présence d'un enfant, nous avons la moitié du patrimoine qui est la réserve héréditaire. Donc ça veut dire qu'en présence d'un enfant, on peut disposer librement de son patrimoine à concurrence de la moitié. Quand on dit on peut librement disposer de la quotité disponible, ça veut dire que cette libéralité-là ne pourra pas être réduite, puisqu'en fait, la protection qui est apportée par la loi est la possibilité pour les héritiers réservataires de réduire les donations ou les legs consentis qui excéderaient les quotes-parts que je vous affiche ici. Quelles sont les différences entre les donations et les legs? Alors, il y a des différences assez importantes. La donation, c'est quand on se dessaisit immédiatement et irrévocablement du bien. Donc le bien quitte son patrimoine de son vivant. On ne peut pas revenir dessus et c'est un acte notarié. Je vous explique les termes. Le donateur, c'est celui qui consent à la donation et le donataire, c'est celui qui reçoit la donation. Au niveau des legs, le dessaisissement ne se fait qu'au décès. Donc on fait son testament de son vivant. Et la grande souplesse du legs par rapport à la donation, c'est qu'à tout moment, le testateur peut tant modifier son testament que le révoquer à tout moment. Jusqu'à son décès, il peut le révoquer et le modifier. Je vous ai mis également les termes. Donc le testateur, c'est celui qui rédige le testament et le légataire, c'est celui qui est bénéficiaire au terme du testament. Quelques notions de propriété à connaître. Quand on veut consentir une donation ou un legs, on peut faire plusieurs choses. Donc soit on peut donner la pleine propriété du bien, on va le voir tout à l'heure, et cette pleine propriété, en fait, c'est l'addition de deux propriétés qu'on appelle droits démembrés. Donc en fait, nous avons l'usufruit d'un côté, la nue propriété de l'autre, et l'addition de ces deux droits démembrés sont la pleine propriété. Donc l'usufruit, c'est la jouissance d'un bien. Donc par exemple, pour un appartement, ça va être le droit de l'habiter ou de le louer. Pour une somme d'argent, ça va être le droit de dépenser la somme d'argent et de percevoir les intérêts. La nue propriété, c'est la vocation à recueillir la toute propriété du bien à l'extinction de l'usufruit. Puisque quand l'usufruit s'éteint, d'abord il s'éteint en franchise de droit, on ne paye pas d'impôt quand l'usufruit s'éteint, et il se reconstitue sur la tête du nu propriétaire. Donc nous allons aborder les donations. Donc la donation en pleine propriété. Donc le bien quitte le patrimoine du donateur et devient la propriété pleine et entière de l'organisme sans but lucratif. Je vous mets un exemple. Donc Monsieur Durand qui consent une donation en toute propriété d'un portefeuille d'actions pour 100 000 euros. Il déduit de son côté, au niveau de son impôt sur le revenu, 66% de le montant du don. Donc ça, c'est l'avantage fiscal de consentir cette donation. Et par exemple, il peut faire également une donation en pleine propriété d'une maison d'une valeur de 1 300 000 €. Et donc, nécessairement, la maison, donc le bien, sort du patrimoine immédiatement du donateur. Et donc, si la personne était imposable à l'IFI, elle ne l'est plus. Nous revenons sur la donation démembrée. Quand on fait une donation en nue propriété, le donateur bénéficie de l'usage du bien. L'usage et l'usufruit du bien sont donnés du coup à l'usufruitier. Le but étant dans ce cas-là, on va le voir tout à l'heure, on va aborder la donation temporaire d'usufruit, de permettre au donataire de percevoir les loyers. Donc au décès du donateur, effectivement, le bien devient la propriété de l'organisme sans but lucratif. Abordons la donation temporaire d'usufruit, qui a été abordée tout à l'heure par Maître Pouille d'un point de vue un peu plus fiscal. Cette donation temporaire d'usufruit présente plusieurs avantages. Alors, l'avantage, effectivement, c'est que, donc fiscalement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça sort de l'assiette de l'IFI et ça sort de l'assiette des revenus fonciers, puisque les revenus sont perçus par le donataire. Donc, l'organisme sans but lucratif perçoit les loyers. Il y a un avantage également, c'est qu'en fait, la donation temporaire d'usufruit a une durée limitée. Cette durée limitée, c'est vous en tant que donateur qui la choisissez. En revanche, elle doit être supérieure à 3 ans et inférieure à 30 ans. Donc il y a une souplesse, une maîtrise de votre part sur la durée. Et un gros avantage également, c'est que ça vous permet de ne pas léser vos héritiers, puisque la nue propriété va être transmise ensuite à vos héritiers, et à l'extinction de l'usufruit, eh bien, l'usufruit va se reconstituer sur la tête des nus propriétaires.
Voilà, donc là, ce sont les avantages que nous indiquons ici. Donc pour l'organisme sans but lucratif, il perçoit les fruits ou les dividendes du bien donné. Il y a également des droits de vote aux assemblées générales. Donc il est important de regarder également et de prévoir dans l'acte de donation quelles sont les prérogatives de chacun, qui a le droit de vote. Donc pas d'imposition sur les dividendes pour le donateur, puisqu'elles ne font plus partie de ses revenus, ni sur les loyers. Que se passe-t-il quand on vend un bien qui est soumis à un usufruit temporaire ? Quand c'est un bien immobilier, eh bien, l'organisme sans but lucratif qui est usufruitier va exercer son usufruit soit sur le prix de vente, en percevant la quote-part du prix qui correspond à son usufruit, soit en reportant son usufruit sur le nouveau bien qui sera acheté. Sur un portefeuille de valeurs mobilières, ça va permettre à l'organisme sans but lucratif d'arbitrer, à condition bien sûr de restituer un équivalent en nature ou en valeur à la fin de l'usufruit. Les arbitrages, c'est la même chose. Dans l'acte de donation, il est important de prévoir une orientation. Est-ce qu'on fait des arbitrages plutôt raisonnés ou plutôt à risque ? En cas d'accroissement du portefeuille de valeurs mobilières, l'usufruit se reporte sur les biens qui se sont accrus. Que se passe-t-il maintenant en cas de décès du donateur ? Donc, on a fait une donation à temporaire d'usufruit et le donateur décède. Eh bien, la nue propriété qui était conservée par le donateur va tomber dans le patrimoine des héritiers qui vont du coup subir la fin de l'usufruit temporaire et à la fin de l'usufruit, ils vont recueillir la toute propriété. Et ils ne sont pas taxés sur la valeur de l'usufruit. Ils ne sont taxés que sur la valeur de la nue propriété avec la décote de l'usufruit. Donc là encore, on voit un avantage fiscal, y compris pour les héritiers, qui vont payer moins de droits de succession. Nous allons maintenant aborder les legs. Qu'est-ce qu'un leg ? Un leg, c'est une disposition qui figure dans un testament. Le testament qui est fait par le testateur de son vivant, qui doit être écrit, daté et signé de sa main. Donc pas de testament dactylographie, ça doit être manuscrit. Il y a plusieurs types de legs. Donc, je vous ai mis un tableau avec les diverses catégories. Donc, nous avons des legs universels. Donc, ça, c'est quand on lègue la totalité de son patrimoine. Donc, tout votre patrimoine revient au légataire. Ensuite, on peut faire des legs à titre universel. Donc là, c'est soit une quote-part du patrimoine, par exemple 50%, 25% de mon patrimoine. On peut d'ailleurs se contenter de léguer à hauteur de la quotité disponible que nous avions vue tout à l'heure. Comme ça, on est sûr qu'on ne porte pas éteinte à la réserve héréditaire. Et on peut également prévoir une quote-part d'un type de bien. Par exemple, un quart de mes comptes bancaires, un quart de mon patrimoine immobilier. Et la troisième type de legs, c'est le leg particulier. Donc là, en fait, c'est assez simple. On nomme ce que l'on lègue. Je lègue mon appartement à Paris 15e, telle adresse. Je lègue la somme de 20 000 €. Voilà, ça, c'est assez précis. Une spécificité qui est assez intéressante, tant pour les héritiers que pour l'organisme sans but lucratif, c'est que l'on peut consentir un leg net de frais et droits pour les héritiers. Donc en fait, le mécanisme est le suivant. Vous consentez un leg universel à un organisme sans but lucratif, à charge pour cet organisme sans but lucratif de délivrer des legs à titre particulier net de frais et droits. L'avantage, c'est que du coup, par exemple, dans l'exemple que je vous ai mis avec les neveux et nièces, c'est que les neveux et nièces reçoivent la somme ou le bien légué sans payer d'impôts. Les impôts, dans ce cas-là, sont payés par l'organisme sans but lucratif. Nous allons aborder maintenant l'assurance vie. Donc l'assurance vie, vous savez peut-être ce que c'est. Donc le souscripteur souscrit un contrat d'assurance vie. Pendant la durée du contrat, il peut faire des retraits et surtout, il peut nommer un bénéficiaire. Attention, quand on rédige la clause bénéficiaire, ne vous laissez pas faire par les cloches précochées que nos chers assureurs prévoient. N'hésitez pas à vous faire assister, si besoin, par un professionnel. Moi, je vous conseille toujours de nommer le bénéficiaire et de prévoir le cas de renonciation du bénéficiaire, de prévoir un second bénéficiaire. Donc, vous pouvez nommer un organisme sans but lucratif en qualité de bénéficiaire. L'avantage, c'est que vos héritiers ne vont pas être taxés sur cette assurance vie qui ne fait pas partie du patrimoine du défunt. L'assurance vie, d'ailleurs, un avantage n'est pas soumis à la réserve héréditaire. Donc les quotes-parts dont je vous ai parlé tout à l'heure s'appliquent aux legs, aux donations, mais quotes-parts d'assurance vie, non. Ça va ne s'appliquer que quand les primes auront été qualifiées comme étant manifestement excessives.
Donc là, vous pouvez léguer, vous pouvez mettre en bénéficiaire un organisme sans but lucratif pour des montants plus intéressants. Voilà, j'en ai terminé avec ma partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Virginie Lédet, maître. Et donc, alors normalement, il y a un tonnerre d'applaudissements. Mais on l'entend, hein, on le devine. Merci, en tout cas, c'était très concis, très précis, très, très efficace. Et je crois qu'on a été vraiment bien éclairé par vos propos. Alors, c'est le temps des questions. Je crois que plusieurs questions sont déjà arrivées et je laisse Anne les formuler. Une question pour Maître Lédet. Je n'ai pas d'héritier direct, mais souhaiterais gratifier un tiers sans lien de parenté. Est-ce que le legs avec charge est applicable ? Alors oui, justement, ça peut être un grand intérêt, puisque quand on consent un legs à un tiers, ce tiers-là va être imposé à hauteur de 60%. C'est-à-dire que quand on lègue, par exemple, 100, il paye 60 € à l'État. Donc le gros avantage du legs net de frais et droits, c'est par exemple, vous consentez un legs à un organisme sans but lucratif, à charge pour cet organisme de délivrer un legs net de frais et droits à un tiers qui du coup ne paiera aucun impôt. Merci. Une autre question ? Oui, si je suis pacsé, suis-je considéré comme un conjoint pour bénéficier de la réserve héréditaire ? Non, le partenaire pacsé est un partenaire pacsé. Le conjoint qui est héritier réservataire doit être marié. Donc c'est une des différences de protection entre le mariage qui protège plus que le pacs. D'ailleurs, quand on est partenaire pacsé, on n'est pas héritier, hein, il faut prévoir un testament. Alors que le conjoint, même sans testament, est héritier de par la loi. Anne ? À partir de quel montant conseillez-vous de faire un acte notarié pour une donation afin d'éviter un risque d'atteinte à la réserve héréditaire ? Alors, la réserve héréditaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se calcule au décès du donateur. Donc, au jour où le donateur consent une donation de son vivant, on ne peut pas connaître quel est le montant de sa réserve et de la quotité disponible au décès. Puisque on vit de plus en plus longtemps, il suffit qu'il vende ses biens ou qu'il dépense l'argent, et du coup la quotité disponible ne sera pas la même. Moi je vous conseille de toute façon de prendre contact et de parler en fait de la situation à un notaire, quel que soit le montant, pour voir justement quels sont les droits et quel serait l'impact si on dépasse la quotité disponible. Voilà. Une autre question ? Peut-être de votre expérience, est-ce que vous constatez davantage de personnes aujourd'hui qui utilisent leur quotité disponible pour justement gratifier des tiers autres que leurs héritiers dans le cadre d'une tendance philanthropique aussi un peu nouvelle, parfois de vouloir faire bénéficier d'autres personnes ? Est-ce que c'est une tendance que vous voyez ? Alors, je vois beaucoup de personnes seules sans héritier qui ne pensent qu'à des organismes sans but lucratif, mais je vois également effectivement des personnes avec des neveux et nièces ou des frères et sœurs ou parfois même des enfants qui ont une cause qui les tient à cœur et effectivement, dans ce cas-là, ils se renseignent sur la quotité disponible pour s'assurer que le legs qui sera fait ne sera pas réduit. Donc oui, il peut y avoir effectivement une tendance en ce moment par rapport à cela, mais voilà, oui. Dans le même esprit, on a une question sur les fondations à titre privé. Certains jeunes donateurs aussi ou jeunes entrepreneurs veulent créer des fondations personnelles. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait Sous les égides de la Fondation de France, oui, et il y a également des fondations d'entreprise qui ne bénéficient pas tout à fait des mêmes régimes que les fondations normales. Encore une fois, pour bénéficier des avantages fiscaux d'une manière générale, il doit y avoir vraiment un intérêt général qui est défendu par l'association. Et celle-ci doit avoir une gestion complètement désintéressée. Une autre question. Est-ce que les donations temporaires d'usufruit peuvent être faites à toute OSBL, organisme sans but lucratif, ou uniquement aux fondations ? Autrement dit, est-ce qu'une association d'intérêt général peut en bénéficier ?
une donation temporaire d'usufruit peut être consentie également à une association. L'association peut tout à fait recevoir également des legs et des donations. Le prélèvement à la source a-t-il eu un impact sur le mécanisme de réduction d'impôts ? Alors là, il faudrait interroger effectivement les organismes publics qui font des collectes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Trésor public a prévu un mécanisme où il vous envoie un chèque d'avance au mois de janvier qui vient effectivement s'imputer soit sur vos impôts dus, soit être réduit si effectivement vous n'avez pas fait au titre de l'année considérée de nouveaux dons. Une question pour Madame Pouille. Vous avez montré un exemple de donation temporaire d'usufruit. Est-ce que vous pourriez le présenter à nouveau ? Voilà. Pour la première page. Donc c'était dans le cas effectivement d'une personne qui avait un patrimoine immobilier net d'1,3 million, donc qui du coup était assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. Dans ce patrimoine immobilier, il y avait un appartement à Nantes d'une valeur de 150 000 € qui a rapporté 5 000 € par an. Donc il y avait une donation temporaire d'usufruit consentie à une fondation pour une durée de 9 ans, ce qui allait générer pour la fondation 45 000 € de revenus. 9 fois 5 000. 9 fois 5 000, tout à fait. Du coup, le patrimoine restant pour l'impôt sur la fortune immobilière passait en dessous des seuils d'imposition, puisqu'il était d'1 150 000, soit 1,3 million moins 150 000 €. Dès lors, la personne n'était plus redevable de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc avec le barème, ça faisait un gain annuel de 2 500 € et des gains annuels en niveau d'impôt sur le revenu calculés sur la tranche marginale, plus les contributions sociales, ça faisait une imposition de 3 110 €. Ce qui faisait un gain d'impôt de 5 610 € par an, soit sur 9 ans, 50 490 €. Donc la personne, si j'ai bien compris, renonce aux 50 000 € de revenus qu'elle aurait tirés sur la location de son appartement, mais fait un gain de 50 490 € en impôts. Tout à fait. Donc elle y gagne et évidemment l'organisme sans but lucratif y gagne aussi puisque lui n'est pas imposé sur les revenus qu'il tire. Voilà. C'est une très bonne idée pour une fondation d'université, par exemple. Une autre question. Pensez-vous que la vente en viager est un outil efficace pour transmettre par avance à des neveux et à des organismes sans but lucratif ? Alors, ce serait dans l'hypothèse, j'imagine, où la vente en viager est consentie au neveu. Parce que quand elle est consentie à un tiers, ça sort du patrimoine. Le droit d'usage et d'habitation que se réserve le vendeur en viager s'éteint à son décès. Donc, on pourrait dans ce cas-là envisager une vente à donc soit les neveux et nièces, soit un organisme, mais qui dit vente dit paiement du prix. Donc, il y a un bouquet et ensuite il y a une rente mensuelle et viagère. Donc mois par mois, il y a une somme, une rente qui est payée au vendeur. Donc on ne peut pas réellement parler de transmission puisque la vente en viager, c'est qu'une modalité de paiement du prix. Il y a un bout qui est payé immédiatement, le bouquet, comptant le jour de l'acte, et le reste, mois par mois, jusqu'au décès du vendeur. Donc là, on est sur une mutation à titre onéreux, c'est différent. Si mon entreprise a un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros et veut faire du mécénat, est-ce que le mécénat est fiscalement intéressant ? Alors, avec le relèvement du seuil, on passe à 4 millions, et un petit erreur sur le slide, on passe à 4 millions pour la réduction d'impôts. Et de toute façon, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le don que vous faites sera imputable quand même au titre des exercices suivants. Donc le mécénat, de toute façon, et quel que soit, après il peut être proportionné au mieux, mais toujours intéressant pour l'organisme qui le reçoit comme pour l'entreprise qui le donne. Parce qu'il apporte quand même d'autres avantages que la pure réduction fiscale. Une question sur les legs. Peut-on faire un leg à n'importe quelle fondation ? En fait, comment choisir la fondation à laquelle faire un leg ? Comment choisir ? Eh bien, ça dépend de chacun et de ses convictions. Mais il y a des espèces de catalogues qui permettent de lister en fait toutes les fondations et les organismes sans but lucratif qui existent. Voilà.
Une question sur la donation temporaire d'usufruit. Est-ce qu'elle est applicable à un portefeuille d'actions d'une entreprise non cotée produisant des dividendes annuels? Je crois que vous l'avez évoqué, mais peut-être... voilà. Alors oui, ça peut porter tout à fait sur un portefeuille d'actions. Et dans ce cas-là, les dividendes seront perçus par l'usufruitier pour la durée qui est déterminée par le donateur. Mais là, on fait partie de la catégorie de biens mobiliers, puisque les actions, le portefeuille d'actions est considéré comme un bien meuble qui peut tout à fait faire l'objet d'une donation, oui. Mais il s'agit bien donc du cas d'une entreprise non cotée, donc la dotation temporaire d'usufruit fonctionne parfaitement pour les actions d'une société non cotée. Tout à fait, parce qu'on pourrait tout à fait, par exemple, prévoir une donation de part sociale d'une société civile immobilière, qui est une société qui n'est pas cotée. Par exemple, vous détenez une SCI, cette SCI détient plusieurs immeubles qui génèrent des revenus. Et là, la donation temporaire d'usufruit des parts sociales permet à l'organisme sans but lucratif de percevoir les revenus de l'ensemble du patrimoine de cette société. Et une SCI que vous détenez n'est pas cotée. Et pour autant, ce sont des parts sociales. Une question pour savoir si un même don peut faire bénéficier des déductions fiscales à la fois de l'IFI et de l'IR. Oui, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Effectivement, pour un même don, vous pouvez répartir en partie sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt sur la fortune immobilière, en jouant sur les plafonds. Et peut-être un complément également pour des contribuables basés à l'étranger, mais ayant malgré tout une imposition en France au titre de l'IFI. Est-ce qu'un don effectué dans une fondation basée à l'étranger peut être déductible de l'IFI? Dans la mesure où cet organisme est au sein de l'Union européenne, oui, c'est possible, en raison effectivement de l'égalité de traitement au sein de l'Union. En ce qui concerne l'assurance vie, y a-t-il des plafonds par rapport à la réserve héréditaire? Est-ce qu'il y a un plafond qu'on ne doit pas dépasser en termes d'assurance vie qu'on veut donner? Alors, c'est une très bonne question. L'assurance vie, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle est régie par le droit des assurances. Elle n'est pas régie par le droit des successions. Donc, normalement, elle n'est pas soumise à cette limite de la réserve héréditaire. Cependant, il y a effectivement une protection qui est prévue par la loi, qui est le cas où le souscripteur, donc celui qui a souscrit ce contrat d'assurance vie, fait des versements qu'on appelle des primes manifestement excessives. Donc c'est le cas où le souscripteur, voyant la fin arriver, fait des versements qui excèdent ses capacités de versement pour en fait vider sa succession de toute somme d'argent. Et dans ce cas-là, mais seul un juge peut qualifier de manifestement excessives les primes versées. Dans ce cas-là, effectivement, elles peuvent être réduites. Mais il n'y a qu'un juge qui peut juger cela, donc ça implique une action judiciaire au jour du décès. Voilà. Est-ce que des héritiers peuvent contester un legs? Bien sûr. Alors, généralement, ce n'est pas nécessairement le legs que l'on conteste, mais le testament. On va parfois chercher à contester la validité du testament. Donc, on peut faire intervenir parfois des personnes qui comparent l'écriture. Vous vous souvenez, je vous ai dit, en condition de forme, le testament doit être écrit, manuscrit. Donc, parfois, on vérifie l'écriture. Quand on voit que la date a été mise par quelqu'un d'autre, voilà, quand il y a ce genre de suspicion, on peut attaquer le testament en ce sens. On peut également arguer que le testateur n'avait plus toute sa tête, n'avait plus tous ses moyens. Et dans ce cas-là, il faudra prouver qu'au jour du testament, qui est daté, souvenez-vous, c'est une des conditions de forme, il faudra prouver qu'au jour du testament, la personne n'avait plus sa capacité juridique. Mais tout cela, encore une fois, se fait, donc ce n'est plus à l'amiable, mais c'est une action en justice pour attaquer la validité d'un testament. J'ai déclaré un don monétaire de 15 000 € 20 jours après le délai de 1 mois. L'exonération m'a été refusée pour ce retard. C'était juste après le déconfinement. Ai-je un recours? Donc j'imagine que cette question relève d'un don fait dans le cadre de l'IFI, puisque la date limite de l'IFI était un petit peu après le déconfinement. Tout à fait, mais bon, ce sera imputé sur l'année suivante. Dans ce cas-là, c'est pas très grave. Effectivement, il faut impérativement respecter soit le 31 décembre
pour l'impôt sur le revenu, soit la date de dépôt de déclaration pour l'impôt sur la fortune immobilière. Après, vous pouvez toujours tenter une réclamation gracieuse auprès de l'administration fiscale en expliquant la situation et effectivement la période assez spéciale liée au Covid. Bien, s'il n'y a plus de questions, il me reste, elles ont été nombreuses et très précises, il me reste à remercier d'abord les organisatrices de cette conférence, Sandra, Anne, je vois Patricia, Hélène, et donc un grand merci d'avoir pris cette initiative. Et puis merci à Maître Virginie Lédet et à Maître Stéphanie Pouille pour les éléments très précis qu'elles nous ont apportés. Alors elles sont d'ailleurs à votre disposition. Si vous les contactez, vous voyez que s'affiche sur votre écran les adresses mail virginie.lédet@paris.notaire.fr, Stéphanie Pouille, tout attaché, @yahoo.fr. Voilà, merci et au plaisir de vous revoir, peut-être en présentiel, comme on dit maintenant, dans une autre occasion. À très vite, à bientôt, et j'espère dans le cadre de la Fondation Paris Dauphine. Bonsoir.